Que révèlent ces fameux documents déclassifiés de la CIA à propos de la question du Sahara et des rapports Algérie-Maroc? C'est la question sur laquelle on va se pencher avec nos chroniqueurs. En effet, la CIA a mis en ligne depuis quelques jours maintenant des milliers de documents et qui révèlent de nombreux détails, comme par exemple la défaite militaire infligée par les phares à l'armée algérienne lors de la guerre des Sables de 63 et qui aurait eu un effet dissuasif et qui aurait fait que l'Algérie se serait rabattue sur le lobbying plutôt que l'action militaire. Plusieurs sites d'information marocains se sont penchés sur ces documents. Ils ont fait le travail d'investigation et de recherche. Le site Yabiladi, par exemple, retient que depuis le début du conflit sur le Sahara, les États-Unis n'ont jamais perdu de vue leurs relations et leur intérêt stratégique au Maghreb. On évoque aussi des cartes qui concernent les frontières Maroc-Algérie au début des années 60. Mohamed El-Khouel, on l'a dit, des milliers de pages de documents. Qu'est-ce que vous retenez de ces quelques informations qui ont filtré dans la presse ? Et on peut se demander effectivement pourquoi la CIA déclassifie ces documents. C'est vrai qu'on parle de contraintes de la justice notamment. Oui, alors après je connais pas exactement les règles américaines de durée de conservation des documents classifiés et d'hiérarchie des différents niveau de confidentialité. Bon, a priori, c'est qu'ils doivent être tombés maintenant dans le domaine public où on considère qu'il y a plus d'intérêt national à les conserver et que ça peut bénéficier aux historiens et à la communauté scientifique de pouvoir bénéficier de ces documents. Donc, je pense que ça, c'est déclassifié sur des bases relativement techniques et qui, à mon sens, pose pas de problème particulier. L'intérêt de ces différents documents, on parle de plus de 12 millions de documents, donc il y a quand même un travail certain à faire pour pouvoir examiner de manière exhaustive ce que contiennent ces documents. Moi, ce que je retire de ce que j'ai pu lire et des résumés qui en ont été faits, puisque je vais pas vous mentir, j'ai pas lu les 12 millions de documents. Mais non, évidemment. Non, mais nous non plus. Ah bah, il faut être honnête et transparent. Essayez donc de mentir. Oui. Vous m'auriez pas cru. Jamais. Oh bah c'est surprenant. Non, mais beaucoup de sites d'information se sont penchés effectivement sur ces documents. Oui, évidemment, on peut pas tout éplucher. Non, voilà, faudra le faire. Il y aura certainement un travail universitaire, scientifique à faire sur ce sujet. Les éléments principaux, en tout cas, c'est que, à mon sens, j'ai rien appris de révolutionnaire. Et j'ai rien appris qui modifie ma perception de cette situation et de ce conflit Algérie-Maroc sur ces 40 dernières années, on va dire. Un élément intéressant, mais que on avait tous perçu depuis longtemps, de toute façon, c'est qu'a priori, sous la présidence de Benjedid, il y a eu des discussions assez... oui, il y a quand même un élément peut-être qui est... qu'on pourrait qualifier de cruauté du destin, on va dire, puisque on sait qu'il y a eu des tentatives, qu'on est quasiment pu parvenir à un accord entre Hassan II et Boumedienne, et que la mort de Boumedienne a empêché d'avancer. Et de la même manière, on était bien avancé et les discussions avaient beaucoup évolué entre Hassan II et Benjedid, et que le renversement de Benjedid, en tout cas sa démission, n'a pas permis d'aller plus avant. Donc à chaque fois, l'armée a repris les choses en main, et on sait que l'armée algérienne souhaite tout sauf un accord sur ce conflit qui leur permet de continuer à alimenter l'infrastructure militaire, à percevoir des commissions sur les contrats d'armement, etc. Cette petite parenthèse mise à part, l'élément, moi, qui m'intéresse le plus, c'est que, naturellement, il est clairement évoqué que une victoire militaire de l'un ou l'autre était techniquement difficile et qu'il fallait et que seule la voie diplomatique pouvait permettre d'aboutir. Bon, ce sur quoi on est tous absolument d'accord. Après, l'élément intéressant, c'est qu'à l'époque, les discussions entre Hassan II et Benjedid étaient relatives à la mise en place d'une sorte de fédéralisme et de donner une autonomie importante aux régions. Donc, à l'époque, Hassan II voulait un modèle Québec-Canada, en gros, en disant voilà le type de structure fédérale sur lesquelles le Maroc était prêt à avancer. L'Algérie voulait un système beaucoup plus fédéral, au-delà même du fédéralisme, qui était plutôt proche du Commonwealth et de la relation que le Royaume-Uni entretient avec ses anciennes colonies. Mais on avait déjà, semble-t-il, dès les années 80, posé un peu les jalons de ce que l'on voit aujourd'hui et de cette décentralisation, de la régionalisation avancée qui a été mise en place. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et après, moi, ma question, et
Et mon souhait, ce serait d'arriver à évoluer même encore plus avant pour avoir un Maghreb fédéral, ou au-delà même d'utiliser le fédéralisme comme un outil diplomatique pour régler ce litige, ce serait d'avancer, réaliser qu'il y a une communauté de destin entre les différents pays du Maghreb et réfléchir à une structure fédérale qui puisse permettre de diluer cette problématique-là dans des intérêts et dans un cadre régional qui est, à mon avis, le plus propice et qui sera de toute façon le meilleur véhicule pour le développement économique et social de la région, s'inscrivant en plus dans une union africaine plus forte. Donc oui, peut-être. Mais en tout cas, on connaît déjà les différents ingrédients de la recette. Après, il faut arriver à avoir une volonté politique et un consensus au niveau régional pour essayer de mettre ça en place. Pourquoi pas ? En tout cas, ces documents, leur publication, leur déclassification, à mon sens, ne révèlent rien de plus que, finalement, que nous sommes Marocains, Algériens, Tunisiens, condamnés à nous entendre. Et que le développement passera par une solution diplomatique et un accord commun, et qui, à mon sens, va au-delà de cette question des provinces du Sud, mais plutôt sur un projet économique, politique commun au niveau de la région. Alors, on va revenir dans quelques instants sur effectivement ces cartes qu'on a pu voir et qui dessinent les frontières Algérie-Maroc dans les années 60. Mais d'abord, Talal Shakir, je vous laisse réagir. Et notamment sur ces relations entre Boumedienne et Hassan II. Oui, alors... Sur la question du Sahara. Parce que moi, il me semble qu'effectivement, c'était pas la mort du président algérien qui a précipité en fait les deux pays dans ce conflit. Il me semble que Bouteflika, à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, avait rajouté de l'huile sur le feu. Non, je parlais du décès de Boumedienne, et juste avant son décès, il y avait eu beaucoup d'échanges et de pourparlers intenses entre le Maroc et l'Algérie pour trouver une solution. Voilà. Je dis que c'est malheureusement du fait du décès. Parasité à l'époque déjà par le rôle joué par Bouteflika. Oui, mais l'idée c'est que surtout principalement, si Boumedienne avait vécu quelques années de plus, on peut supposer qu'un accord aurait pu être trouvé. C'était ça mon propos. Talal Shakir. Alors oui, la première chose, il y a effectivement parmi ces documents de 12 millions de pages, ou en tout cas de documents que vous avez lus, que ni Mohamed ni moi ne pourrons lire en raison du temps. Bien, certains points ressortent effectivement. Déjà 88. Mais à culpa, juste avant la crise algérienne, la crise civile algérienne de 90, la CIA avait prévu cette explosion-là sur fond de colère populaire, et que effectivement l'armée n'était pas capable de gérer avec la montée du fils à l'époque. Ensuite, il y a eu un dossier sur la relation Maroc et la guerre contre le Front Polisario, qui était estimé une guerre qui avait un coût important et que le Maroc allait à l'usure céder parce que ça lui coûtait près de 100 000 hommes mobilisés, plus une fatigue, plus le coût, plus peu d'expérience, disait-il. Après, il y a eu bien sûr cette guerre non voulue, parce qu'à aucun moment les deux belligérants ne voulaient entrer en guerre, ils n'étaient pas capables de la mener, ni ne souhaitaient aller au-delà. Mais par contre, juste après Oued Boumedienne, il y a eu l'Algérie a connu un autre président qui a simplement dirigé le pays pendant une année, qui a fait la transition, c'est Habitat, qui n'a pas été longtemps président, je vous dis même pas 12 mois, et qui laisse la place à un autre général, c'est Chadli Benjedid. Alors à partir de là, Chadli Benjedid, par rapport aux Algériens, est considéré comme étant une forme de traître, parce que il va recevoir, ou en tout cas il va s'entrevoir avec le roi Hassan II à 3 ou à 4 reprises dans des plans de paix qu'on peut appeler plans de paix, avec une négociation, avec un arrêt des hostilités, avec une position algérienne prête et claire. Eh bien, écoutez, il fera pas long feu, puisqu'il va être conduit vers la sortie, et il trouvera refuge au Maroc ensuite par le biais à Tanger d'ailleurs, et c'est une forme de coup d'État blanc qui a été organisé pour justement permettre à un autre président, qui était tout simplement Mohamed Boudiaf, qui va être assassiné en Algérie lors de la mauvaise période. Bon, en tout cas, Chadli Benjedid, pour moi, représente la charnière importante, bien plus que Boumedienne, parce que lui, il a vraiment tenté de signer des
des accords de paix à plusieurs reprises dans une zone qu'on appelle Asbat Lotfi, d'ailleurs entre la frontière marocaine et algérienne. Et malheureusement, lui qui incarne un petit peu le peuple, et il s'est un petit peu éloigné de l'armée algérienne, mais n'a pas pu y arriver. L'armée algérienne est très dure. D'ailleurs, hier encore, on l'a bien vu, la nomination, je crois, de Bouteflika à la vice-présidence de l'Union africaine est un symbole. Je pense que le président algérien est fatigué, on ne sait même pas dans quel état de santé il se trouve, et pourtant on arrache un siège, même symbolique, effectivement au niveau de l'Union africaine. C'est l'armée algérienne qui fait pression juste pour symboliser leur présence et continuer en tout cas de matraquer le projet, en tout cas marocain. Mais bon, peu importe, puisque le Maroc aujourd'hui, il a toute sa place au niveau de l'Union africaine. Beaucoup de pays ont témoigné leur soutien, et surtout le Maroc va entrer avec une politique différente. D'abord n'oubliez pas, il ne faut pas que nos amis africains oublient que le Maroc est devenu une terre d'accueil en termes d'immigration, que c'est tout un projet qui lui coûte et pour lequel il se mobilise beaucoup. Deuxième point, il y a tout un renforcement au niveau du secteur immobilier, bancaire, de transport et autres, donc télécommunications. Donc on entre en Afrique cette fois-ci, non plus comme en 78 ou en tout cas dans les années 70, avec une version politique, mais une version plutôt économique. Donc aujourd'hui, effectivement, ces documents révèlent, oui, un passé douloureux entre les deux pays. Aujourd'hui, de toute façon, ces dossiers ne font pas avancer ni retarder la question. Aujourd'hui, il faut comprendre que le gouvernement algérien et l'armée algérienne sont hostilement, malheureusement, défavorables à notre question au Sahara marocain et représentent aujourd'hui une forme de retard par rapport à l'Afrique. Il faut dépasser ces questions-là. Il me semble que ce qu'on pourrait souhaiter, c'est un changement de présidence et un rajeunissement des cadres. Mais enfin, c'est un souhait qui reste effectivement suspendu à la volonté, encore une fois, du régime algérien militaire. Alors, Mélanie Freixigli, et ensuite on passera à Rachida Chachi. Mélanie, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces documents déclassifiés de la CIA ? Alors, la première chose que je retiens, c'est que la CIA, en fait, produit pas mal de documents, produit pas mal de savoirs sur le monde qui sont relativement faciles d'accès. Elle produit régulièrement un rapport sur le monde qui est assez intéressant à lire quand on en a l'occasion. Beaucoup de documents qui donneront lieu à des recherches universitaires, mais qu'effectivement ni vous ni moi n'avons lu pour l'exercice de ce débat notamment. Ils font un World Factbook qui est assez intéressant à consulter quand vous voulez des renseignements du point de vue de l'oncle Sam sur le monde ou un pays. Et d'une manière générale, ils ne sont pas avares d'informations stratégiques sur leur vision du monde. Donc ça, c'est une des premières choses à noter qui est intéressante. Ceci dit, ils ne déclassifient pas tout systématiquement à une date spécifique, ils le font en fonction de leurs intérêts, en règle générale. Donc, le fait même de déclassifier des documents ou de ne pas le faire constitue une forme de message diplomatique. Et le fait de réagir à la diffusion de ces documents ou pas constitue aussi assez souvent des réactions, des messages diplomatiques. Souvenez-vous par exemple du scandale de Wikileaks, qui était donc le fait d'une fuite, où les documents n'avaient en fait pas révélé énormément de choses très surprenantes, même si ça avait quand même, avec le temps et l'analyse, provoqué quelques remous politiques et la démission d'un certain nombre de personnels politiques et économiques de haut niveau. On n'avait quand même pas d'éléments qui avaient de quoi nous faire tomber par terre, pas de grands complots Illuminati découverts, pas de choses extraordinairement surprenantes. On a l'air, a priori, et sans avoir fouillé au-delà de ce que ont fait mes camarades, de ce qu'on a vu dans la presse, ce qu'on a vu dans la presse, on a l'air d'être dans un cas relativement similaire. C'est-à-dire que ces papiers peuvent, à l'analyse universitaire et après des mois et des mois de recherche, peut-être révéler des choses intéressantes que l'on n'a pas vu passer, mais à première vue, il n'y a rien d'extraordinairement surprenant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit finalement que là, c'était libéré simplement, alors qu'à un autre moment, on a fait tout un plat du fait de poursuivre la personne qui avait libéré des informations à peu près équivalentes à ce que la CIA délivre elle-même régulièrement. C'est ça qui est intéressant. Il y a finalement une méta-analyse des données à faire, si vous voulez, et de l'influence que ça avait. Il y a quelques mois de cela, on a vu un positionnement durci, il y a même plutôt 2 ans de cela, on a vu un positionnement durci des Américains vis-à-vis du Sahara occidental ou marocain, fonction de comment vous l'appelez et de quel rapport,
qui a été assez flagrant, avec des tentatives diplomatiques très dures pour imposer plus de contrôle aux Marocains, pour critiquer le respect des droits de l'homme, d'agences soutenues par les États-Unis et provenant de l'ONU, ou bien d'agences de consultation qui étaient soutenues par la famille Clinton, par exemple. Ça, c'est quand même intéressant à voir aussi. Or là, maintenant, on a des documents de la CIA qui nous disent que les États-Unis ont toujours été favorables à une position fédéraliste, ont toujours compris que la solution devait être politique et qu'elle était autrement sans issue. Bref, finalement, qui sont dans l'apaisement, la paix et la volonté, finalement, de soutenir une position assez proche de celle du Maroc. On a même un document expliquant que le rapprochement des États-Unis avec le Maroc explique un refroidissement et un mécontentement d'Alger vis-à-vis de son allié américain. C'est assez intéressant à lire quand même, quand on voit au contraire comment il y a 2 ans, on a eu une politique américaine très très dure pour essayer d'imposer une posture difficile au Maroc dans la négociation du Sahara. Ça fait un certain temps que je dis que cette question du Sahara est sur le point d'être réglée, et je pense qu'on est là, dans la même lignée, si vous voulez, de cette réalité-là. D'accord. Alors, on va y revenir effectivement. Rachida Chachi, on parlait de ces cartes qui sont apparues également dans ces documents qui dessinent les frontières Algérie-Maroc. On peut voir qu'à l'époque, dans les années 60, quelque part, ce qu'on comprend, c'est que c'était une affaire réglée et sans aucune ambiguïté. Et puis, pour continuer dans le sens de Mélanie, est-ce que effectivement, Donald Trump, l'administration de Trump, a des raisons de vouloir influencer d'une quelconque manière la résolution de ce conflit entre Algérie... La CIA et Trump, c'est pas pareil. Alors, Trump, moi, je parle de l'administration Trump. Moi, je parle de l'administration Trump. Ouais. Est-ce que, effectivement, Trump a des raisons de vouloir influencer d'une manière quelconque, finalement, la résolution de ce conflit entre Algériens et Marocains? Alors, déjà, les cartes. Faut comprendre que la CIA, quand elle réalise des études ou des rapports, elle ne se limite pas à des cartes politiques, telles que reconnues par la communauté internationale. Mais elle établit soit des cartes objectives de terrain, c'est-à-dire en termes d'extension de la souveraineté, notamment à travers l'appareil militaire ou autre, et des cartes potentielles, à travers une approche de scénario. Alors de scénarios voulus ou de scénarios anticipés. Et dans le cas de la deuxième carte, celle qui englobe une grande partie de l'actuelle Algérie, c'est une carte potentielle, parce que ça ne correspond pas au territoire libéré par le Maroc durant la guerre des Sables. Mais ça correspond au territoire appartenant à l'actuelle Algérie que le Maroc peut occupé sans gêne. Alors pour des raisons géologiques, pour des raisons de similarité culturelle, alors il y a plein de critères qui permettent de déterminer les frontières potentielles et le champ d'extension potentiel contrôlable. Parce que contrôler une zone montagneuse, à terme, c'est pas durable dans le temps dans un conflit. Par contre, contrôler des plaines ou un territoire fertile avec un accès à l'eau, avec une route nationale qui passe par là, c'est plus facile à contrôler pour le ravitaillement militaire, etc. Donc c'est des scénarios et on le voit notamment à travers un rapport qui était sorti il y a plusieurs années concernant les frontières du sang au Moyen-Orient. On avait une carte qui était présentée par un militaire américain qui redessine tout le Moyen-Orient avec des frontières qu'on n'a jamais vues, mais qui suivent des critères ethno-religieux, ethno-confessionnels. Ça exprime un scénario qui, là encore, peut être voulu, peut être anticipé à long terme. Et dans une de ces cartes, effectivement, certaines régions d'Algérie feraient partie du Maroc. Tout à fait. Alors, dans les deux. Oui. Alors, les deux ne correspondent pas à la carte politique de l'époque ou maintenant, parce que l'une étant une carte effective, objective, alors pas politique, objective, parce que après la guerre des Sables, le Maroc a libéré une grande partie des territoires qu'il a concédé après, mais une partie il y avait toujours des militaires marocains encore présents. Donc dans la carte de la CIA, on va les retrouver comme faisant partie du Maroc objectif, pas du Maroc politique. Dans l'autre, c'est très probablement un scénario. Alors tout n'a pas été déclassifié dans le document. Il y a probablement des données qui sont restées secrètes concernant d'autres scénarios, peut-être où les États-Unis se projeter comme étant très active dans tel scénario plutôt que dans tel autre, notamment en rapport avec le potentiel militaire des deux pays, dans le détail, qui fournit qui vend qui, ça ne peut pas être déclassifié. Mais ce qui est intéressant, alors on ne découvre pas grand-chose avec les rapports, mais on comprend, enfin ça ne fait que confirmer
l'approche très équilibriste des États-Unis dans certaines régions du monde. Parce que le rapport Algérie-Maroc est très intéressant de ce point de vue, sachant que le Maroc n'était pas pleinement aligné sur l'axe Washington, qu'il maintenait une large souveraineté par rapport à ça, ce qui a causé des problèmes au Maroc par la suite. Et notamment le départ des Américains de la base de Kénitra en 1977 venait acter la volonté de feu Sa Majesté, le roi Hassan II, de maintenir une souveraineté du Maroc dans un contexte de guerre froide. Et l'Algérie, pareil, qui n'était pas totalement alignée sur l'axe Moscou, parce que l'Union soviétique était dans une perspective d'apaisement avec l'Occident et de partage du monde, tandis que l'Algérie s'inscrivait plus dans un rôle de perturbateur avec Cuba, notamment en Amérique latine, que l'Union soviétique voyait d'un très mauvais œil. Et d'ailleurs, le rapport révèle que Moscou avait reproché plusieurs fois à l'Algérie d'avoir livré des armes au Polisario, des armes que Moscou avait vendues pour l'armée algérienne et qui n'étaient pas destinées à tomber entre les mains du Polisario. Sachant que Moscou voulait également ne pas trop gêner le Maroc, parce que le Maroc était quand même un pays non aligné. Et donc pour Moscou, c'est un statu quo intéressant. Il vaut mieux un pays non aligné qu'un pays totalement aligné sur l'axe Washington. Et parce que le Maroc avait des échanges, contrairement à d'autres pays arabes, avait des échanges très importants avec l'Union soviétique, et même en termes d'achat d'armement. Quand on voit l'armée marocaine, les chars, c'est des chars soviétiques, des T-72, des T-64. Au niveau d'autres rubriques de l'armement, c'est également un armement soviétique. Donc ça vient nuancer quelque part cette information selon laquelle l'Algérie est un allié indéfectible de la Russie ou la Russie alliée indéfectible de l'Algérie. Ça n'a jamais été le cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le même cas pour la Libye, qui n'a jamais été un allié intégral de l'Union soviétique, qui faisait cavalier seul. D'ailleurs, ils en ont payé le prix, contrairement à Bachar al-Assad. Donc c'est pas du tout un allié aligné. Et là on voit ce qui est intéressant, c'est que dans cette région du monde, aussi bien les États-Unis que la Russie jouaient un jeu d'équilibriste entre ces deux pays. Par contre, les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pérennité et une continuité de l'approche. C'est que même à l'époque et même aujourd'hui, nous concédons beaucoup de choses aux États-Unis, nous garantissons beaucoup de leurs intérêts et on n'a rien en échange. On n'a qu'un appui très timide, on a un rôle perturbateur des fois des États-Unis pour maintenir une carte à jouer qui est la carte du Sahara marocain. Alors qu'est-ce qui devrait se passer avec Trump ? D'où le ras-le-bol du Maroc déjà, ces dernières années, la volonté de se redéployer vers d'autres axes stratégiques et de diversifier les partenaires stratégiques. Pour Trump, c'est pas encore très lisible en général en termes de relations diplomatiques. Que ce soit sur la question iranienne, au départ, il s'est clairement affiché anti-iranien, probablement pour rompre avec ce qu'a fait Obama. Mais là, il y a l'éternel retour du concret qui devra intégrer cette carte. Pour le Maghreb, pareil. Alors, Mélanie a parfaitement raison, c'est que la CIA est une chose, elle a eu large autonomie, parce qu'aux États-Unis, les administrations changent tous les 4 ans. Mais l'État, l'appareil étatique, lui, est le même. C'est-à-dire que c'est les mêmes agences, c'est les mêmes politiques et les mêmes objectifs à atteindre. Donc, qu'est-ce que la CIA cherche à atteindre en révélant ces rapports ? On ne peut pas le savoir maintenant. Par contre, ça met mal à l'aise les Algériens qui parlent déjà d'erreurs au niveau de la carte, que c'est probablement une erreur, etc. Mais ça révèle que le Maroc, pendant une certaine période, était en position de force sur le terrain objectivement, qu'il aurait pu capitaliser davantage les acquis de la guerre des sables, mais que pour des raisons diplomatiques et d'apaisement avec le voisin algérien, le Maroc a sagement décidé de rétrocéder ces territoires-là et de chercher une voie diplomatique, ce que l'Algérie aussi a cherché, parce qu'après la débâcle de la guerre des sables, où en un mois... elle a pu penser à l'option militaire. À l'option militaire, sachant que l'Algérie exagérait, avait une vision exagérée